Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle analyse approfondie. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce décryptage. Bonjour, c'est un plaisir d'être là, Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu invisible. mais tellement fondamental. Exactement. L'objectif de notre mission du jour, c'est de comprendre comment transformer radicalement nos interactions et nos négociations. De disséquer en fait la mécanique de nos conflits. Voilà. Et pour extraire la quintessence de tout ça, on a un corpus super intéressant. Très riche, oui. On a d'un côté plusieurs listes de lecture, vidéos éducatives qui analysent des comportements, et de l'autre, un texte central vraiment concis qui théorise un outil de communication spécifique. Un outil qui permet de comprendre comment nos arguments sont véritablement reçus. C'est ça. Parce qu'il y a un concept d'accroche dans les sources qui pose le diagnostic de façon assez brutale. Le fameux point de blocage. Oui, le texte utilise une citation directe pour définir l'erreur fatale en négociation. Il dit que cette erreur est de parler, je cite, « comme si tout le monde pensait comme toi ». Cette prémisse elle est extrêmement juste. Elle touche au cœur d'un angle mort cognitif qu'on a tous. C'est vrai qu'on a le réflexe de toujours vouloir affûter le fond de l'argument. Sans se soucier de la forme. On observe constamment des gens investir une énergie folle pour bâtir un raisonnement implacable, avec des faits, des chiffres. Une logique parfaite. Et pourtant, face à eux, l'interlocuteur reste totalement de marbre. Il y a un mur. Exactement. Et le contexte que posent nos sources, c'est que le problème ne vient souvent pas de la qualité de l'argument lui-même. Ce belle idée t'y est mauvaise. Non, le véritable obstacle, c'est l'incompatibilité du canal de transmission. D'accord, décortiquons tout ça parce que cette histoire de canal, c'est vraiment le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. C'est là qu'intervient le concept clé du texte, le modèle VAKOG. VAKOG. C'est un acronyme ? Tout à fait. Au lieu de voir la communication comme un simple transfert de données, ce modèle suggère que chaque personne possède un filtre sensoriel dominant pour traiter l'info. Et donc les lettres du VAKOG représentent ces filtres. Voilà, le V pour visuel, le A pour auditif, le K pour kinesthésique, Donc tout ce qui est sensation et émotion. c'est ça, et enfin le O pour olfactif et le G pour gustatif. Je m'émerveille toujours de la simplicité de cette catégorisation. Les sources décrivent ça comme un raccourci puissant vers une communication plus efficace. Et c'est redoutable en pratique. Il y a d'ailleurs une observation fascinante dans les textes sur la façon dont le cerveau traite l'information. L'idée qu'on n'a pas tous le même logiciel de décodage. Voilà. Chaque interlocuteur traite les données à travers ses propres canaux. Certains ont absolument besoin de voir, d'autres d'entendre et d'autres de ressentir. Et tant que notre message n'est pas encodé dans la bonne fréquence, il subit ce qu'on appelle une taxe de traduction cognitive. Une taxe de traduction, c'est une super métaphore. C'est exactement ça. Quand on expose une idée abstraite à quelqu'un de visuel, par exemple, son cerveau doit convertir nos mots en images avant même de pouvoir juger l'argument. Ce qui demande un effort mental massif. Un effort qui crée de la friction, de la fatigue et souvent du rejet. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on va entrer dans l'application pratique. L'analyse comportementale tirée des vidéos est super éclairante là-dessus. Oui, on y voit les 3 grands profils en action. Commençons par le profil visuel. Le profil de ceux qui ont besoin d'une cartographie mentale. Exactement. Le texte recommande une approche très précise. Face à un visuel, l'exemple exact de la source, c'est de dire « regardons ça clairement ». Ce qui est loin d'être un choix de mots fait au hasard. Pourquoi le mot « regarder » résonne-t-il autant avec eux ? Parce que la clarté, c'est la propriété première de ce qui est visuel. C'est net, lumineux, sans obstruction. Les vidéos montrent aussi que ce profil a une dynamique très particulière, très rapide. Absolument. La pensée visuelle est fulgurante. Une image mentale apparaît instantanément, du coup ces individus parlent souvent vite. Ils utilisent beaucoup leurs mains, non ? Oui, ils dessinent l'espace, ils veulent voir le tableau d'ensemble rapidement. Donc si on leur présente un discours lent et conceptuel, on les perd. C'est garanti. En disant « regardons ça clairement », on signale à leur cerveau que c'est bon, inutile de traduire, on leur fournit l'image directe. C'est un alignement immédiat. Passons maintenant au profil auditif. Et là, la bascule est saisissante. On change complètement de dynamique. L'exemple partagé par les sources pour l'auditif, c'est « écoute le raisonnement ». Ce qui est fascinant ici, c'est la dimension rythmique de cette cognition. La différence de choix des verbes est subtile mais cruciale. Un profil auditif ne traite pas l'information à un bloc comme une image, C'est plus linéaire. c'est séquentiel, mot après mot, comme une mélodie ou le tic-tac d'une horloge. Et physiquement, dans les vidéos, ils ont des indices corporels assez discrets. Tout à fait. On repère souvent une légère inclinaison de la tête. Comme s'ils tendaient littéralement l'oreille vers l'argument. C'est ça.
Et ils sont hypersensibles au ton de la voix, beaucoup plus qu'aux gestes. Donc si on s'emballe et qu'on parle trop vite en agitant les bras, ça passe pas. Ils se sentent agressés. Le rythme devient dissonant pour eux. Il faut une voix posée, des pauses. Laisser le temps à l'argument de résonner. Dire « écoute », le raisonnement, c'est vraiment se synchroniser avec leur métabolisme cognitif. Ce qui nous mène au troisième grand profil, le kinesthésique. Le domaine du corps et des émotions. La phrase recommandée qu'on trouve dans nos documents, c'est « Est-ce que ça te semble confortable ?» Le mot « confortable » est lourd de sens ici. On s'éloigne totalement des yeux et des oreilles pour plonger dans l'expérience physique de la décision. Une décision ne réalisée par un kinesthésique que si elle ne crée pas de tension interne. Ils ont besoin d'un ancrage. Et contrairement à la fulgurance de l'image visuelle, le ressenti, c'est lent. C'est l'information la plus lente à traiter. Elle doit descendre dans le corps, générer une sensation, puis remonter à la conscience. Dans les analyses vidéo, ça se voit très clairement. Ah oui, quand on leur pose une question, ils vont souvent prendre une profonde inspiration, S'adosser à leur chaise, baisser les yeux, et surtout, il y a plusieurs secondes de silence. il faut respecter ce temps de gestation. Si on les relance avec impatience en disant « vous voyez bien que c'est logique », on brise tout le processus. D'ailleurs, en parlant de ça, tu sais, j'ai remarqué un truc avec cet acronyme VAA-KOG. Qu'est-ce que t'as vu? Le silence sur l'olfactif et le gustatif. C'est vrai, c'est une observation pointue. Bien que l'acronyme inclut le O et le G, le texte source se concentre exclusivement sur des exemples visuels, auditifs et kinesthésiques. Il n'y a aucun négociateur en vidéo qui essaie de faire sentir la bonne odeur d'un contrat juridique. Ou de vanter le goût savoureux d'une clause de confidentialité. C'est ça. Je suppose que ces trois canaux principaux sont les plus dominants dans un contexte de négociation standard. L'omission est purement pragmatique. L'olfactif et le gustatif sont puissants pour la mémoire ou l'émotion primaire, mais dans une structuration analytique complexe comme les affaires, la cognition s'appuie massivement sur la vue, l'ouïe et le ressenti corporel. Les métaphores gustatives, c'est plus du registre de la poésie. Ou de la cuisine. Pas vraiment de la résolution de litiges à forts enjeux. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Les promesses de cette méthode sont assez spectaculaires en réalité. Quand on arrive à parler le langage sensoriel de l'autre, les sources garantissent que trois choses se produisent. Premièrement, la vélocité. Le message passe beaucoup plus vite. Parce qu'il n'y a plus cette fameuse taxe de traduction. Le cerveau a 100% de son énergie pour évaluer l'idée. Deuxièmement, le message rencontre moins de résistance. Et le troisième point, il a plus d'impact. C'est un phénomène d'empathie neurologique. L'interlocuteur se sent en sécurité sur un terrain familier. L'argument devient une pensée qui résonne organiquement en lui. Exactement. Du coup, ça implique un vrai changement de paradigme. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, on réalise que la préparation d'une négociation ne doit plus se limiter aux arguments seuls. On consolide toujours nos dossiers et nos chiffres, mais ça ne suffit plus. Préparer son fond, c'est faire la moitié du chemin. Il faut pivoter son attention vers l'autre personne. Je vais d'ailleurs reprendre la directive claire donnée par la source qui résume parfaitement ça. Je t'écoute. La prochaine fois que tu négocies, ne te concentre pas seulement sur tes arguments. Observe comment l'autre perçoit, puis adapte ton langage. C'est limpide. Observer avant de parler. Écoutez les verbes qu'ils utilisent spontanément, s'ils disent souvent « je vois » ou plutôt « j'entends bien » ou « c'est lourd ». C'est ce diagnostic initial qui permet d'adapter son discours. C'est vraiment là que la négociation change de niveau. On quitte le rapport de force purement intellectuel. Pour résumer un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, la leçon à tirer est assez claire. Oui, l'efficacité d'une communication réside d'abord dans l'observation attentive du canal privilégié de l'interlocuteur. Et ensuite, dans une adaptation délibérée de notre propre vocabulaire. Choisir consciemment les mots liés à la vue, l'ouïe ou le ressenti, selon la personne en face. C'est un ajustement qui peut sauver des deals ou même des relations personnelles d'ailleurs. Cela soulève une question importante, je trouve. Laquelle? Si on repense à nos propres conflits passés, combien de fois une négociation a-t-elle échoué, non pas parce que les objectifs étaient fondamentalement opposés, mais simplement parce qu'on diffusait notre message sur des fréquences sensorielles totalement incompatibles. Condamnant nos arguments à ne jamais être véritablement entendus, vus ou ressentis par l'autre. C'est le genre de réflexion qui change la manière dont on voit nos échecs de communication passés. C'est une excellente matière à réflexion. Merci beaucoup pour cette analyse hyper éclairante. Merci, c'était un plaisir de décortiquer tout ça. Et j'encourage toutes les personnes qui aiment apprendre et qui nous écoutent à faire l'exercice. Prêtez l'oreille aux mots utilisés par vos collègues ou vos proches. Dès votre prochaine conversation, vous serez surpris du résultat. À très vite pour une prochaine analyse.